682e journal de bord, bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Lorsque vous avez appris qu'un missile encore non identifié était tombé sur le sol de la Pologne, c'est-à-dire un pays de l'OTAN, qu'est-ce que vous avez ressenti dans le contexte de la guerre qui se déroule actuellement en Ukraine? Je dois dire que je suis d'assez près, forcément, tous ces événements internationaux, et je suis à peu près convaincu que l'opinion ne perçoit pas le danger immense qu'il y a d'un conflit général, qui serait apocalyptique, il faut le savoir. Alors je pense que nous sommes passés il y a quelques jours, enfin quelques heures, nous sommes passés près d'une situation identique à celle-là, où en effet une erreur de tir, je ne sais pas, enfin bref, un incident banal de tir, une fusée qui tombe sur la Pologne, et immédiatement, poussé d'ailleurs, il faut le dire, par le zèle de M. Zelensky, qui était le belliciste dans cette affaire, et bien alors que tous les autres étaient au contraire sur le reculoir, il semble que l'on ait échappé à une possibilité d'aggravation très lourde de la situation internationale. Alors, référence à la crise de Cuba en 1962, puisque là aussi on a pensé qu'on avait frôlé quelque chose de nucléaire extrêmement grave entre l'Union soviétique de l'époque et les États-Unis. Crise de Cuba, les missiles installés sur l'île de Cuba en direction des grandes villes américaines. Et cette évocation est revenue tout de suite. Mais en même temps, il y avait le G20 en réunion, c'est-à-dire tous les chefs d'État ensemble, et puis des renseignements américains immédiats qui expliquaient qu'il s'agissait probablement d'une fusée ukrainienne retombée du mauvais endroit et non pas d'une fusée russe. Mais ce sentiment que tout peut déraper, vous le ressentez ou bien vous avez confiance dans cette espèce de décélération, peut-être d'ailleurs accentuée par le fait qu'on dit beaucoup aujourd'hui dans les médias occidentaux que le président Zelensky a fait une erreur d'appréciation et même une faute politique. Oui, je crois que tout le monde est angoissé par l'hypothèse d'une apocalypse nucléaire qui serait la conséquence normale d'une déclaration de guerre ou d'une opération de guerre sur le territoire européen. Je rappelle d'ailleurs qu'il est la proie pour l'instant d'une véritable guerre civile. C'est une guerre civile entre Européens, entre Russes et Ukrainiens, c'est une guerre civile. Et la situation est tout de même suffisamment dramatique pour que l'on soit sincèrement, je pense, inquiété et que les puissances occidentales, en tous les cas, ont freiné de toutes leurs possibilités et que le seul partisan de la guerre à outrance, et quoi qu'il arrive, c'était M. Zelensky, qui, lui, a un intérêt direct sur le plan de sa propagande personnelle. Mais cela prouve une chose, c'est que désormais nous sommes, en toute hypothèse, nous ne sommes pas à l'abri d'une situation identique, car toute situation internationale qui déraperait aurait pour conséquence l'aggravation du risque d'un conflit international, c'est-à-dire d'un conflit mondial, c'est-à-dire de la Troisième Guerre mondiale, si tant est qu'elle n'est pas d'ores et déjà engagée. Et ceci est extrêmement inquiétant. Je dois dire que heureusement que les gens ne suivent pas de près la situation internationale. Sans ça, beaucoup d'entre eux n'auraient pas pu dormir. Vous avez remarqué qu'on fait souvent le parallèle avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, l'assassinat de l'archiduc autrichien qui déclenche tout à coup un système d'alliance dont personne ne voulait et qui nous projette dans une crise absolument épouvantable, la Première Guerre mondiale. Oui, mais il est vrai que dans ce domaine, il n'y a pas que l'intention des hommes ou des dirigeants. Il y a des mécanismes d'automatisme, n'est-ce pas, qui conduisent irrémédiablement à l'aggravation à partir du moment où l'affaire est enclenchée. Or, elle peut l'être par un incident banal et qu'on peut redouter en toutes circonstances et contre lequel on doit se prémunir. Mais là, il y a un freinage général
en particulier des Occidentaux, qui a été très visible. La crainte d'un conflit mondial est évidemment présente à tous les esprits et doit l'être en nôtre aussi. Alors un chiffre cette semaine qui doit vous satisfaire d'une certaine manière parce que vous le voyez venir depuis si longtemps, nous sommes officiellement sur la planète 8 milliards d'habitants. Et en 1950, c'est pas très loin, nous serons 10 milliards,5 d'après les prévisions et les projections. Ce chiffre, vous en parlez, vous, et vous le voyez venir depuis une bonne vingtaine d'années. Oui. Mais c'est cette semaine qu'il est officiel. Oui, je dois dire que c'est une perspective qui m'angoisse, parce qu'il est bien évident que les risques de conflit augmentent avec le chiffre des populations. Et que dans certains pays, en particulier, extérieurs à l'Europe, parce que malheureusement l'Europe est la seule qui échappe à ce mouvement, dans le monde entier, la population mondiale a tendance à s'accroître démesurément, de telle sorte que les déséquilibres qui existent vont s'aggraver justement par le fait de la démographie. Et le problème démographique n'est pas au premier plan des considérations politiques, et cependant il est dans ce domaine essentiel. S'il y a un jour troisième guerre mondiale, la démographie en sera largement responsable. Alors tout s'arrange puisque nous accueillons de nouveaux arrivants sur notre territoire. C'est l'affaire du bateau qui rejoint cette rade de Toulon, qui a déjà connu un sabordage très célèbre en tout cas. Qu'est-ce que vous avez pensé en voyant cette situation d'un bateau qui, après avoir frôlé tous les ports de Méditerranée, notamment à Malte, la Sicile, etc., finit à Toulon par une décision du gouvernement français, avec 240 personnes à bord? Je voudrais connaître complètement votre analyse de cette situation, depuis le départ de la côte libyenne jusqu'à l'arrivée à Toulon. Il s'agit là d'un cas extraordinaire. C'est une véritable trahison de la part des gens qui sont responsables de cette situation. Parce qu'enfin voilà, la législation internationale oblige dans le fond à rejoindre le port le plus sûr et le plus proche. Et nous sommes au sud de l'Italie. Et ce bateau va finir tout de même par remonter jusqu'à Toulon, de telle manière que c'est en France que ces immigrants vont débarquer et en quelque sorte imposer à la collectivité nationale, à tous les Français, la charge supplémentaire d'un groupe d'immigrés dont on ne sait pas d'ailleurs exactement la dimension, une fois que seront reconnus les droits de solidarité familiale ou autre. Donc c'est extrêmement, je dois dire que j'ai été très violemment choqué par cet incident et par l'opération qui a consisté incroyablement, alors que ces gens-là auraient dû débarquer soit en Tunisie, soit en Italie, d'après la loi internationale, alors qu'on les a conduits, on les a amenés jusqu'à Toulon, de telle sorte que ce soit en France que le problème se pose, parce qu'on pense que les migrants ont beaucoup plus de facilité à s'installer légalement ou illégalement, et ceci est une preuve de la défaillance générale de l'État français face à ce problème crucial qui est celui de la démographie mondiale et de la pression migratoire. Vous avez été très longtemps parlementaire européen, français, donc je vais vous poser la question qui embarrasse tout le monde et qui est en débat actuellement à l'Assemblée nationale, même si la commission des lois vient de rejeter la proposition de loi de la France insoumise. Quelle est votre position sur la question de la corrida? Je dois dire que la sensiblerie qui conduit à s'inquiéter de la douleur du taureau blessé à mort dans l'arène me paraît superfétatoire dans un pays où on tue 2 millions de bestiaux par an pour la nourriture,
que les gens tous mangent de la viande, ou pratiquement, sans exception, à part les végétariens, et tout le monde mange de la viande, parce que tout le monde participe à la mort des animaux domestiques, qui sont d'ailleurs élevés pour ça. Mais pour les manger, pas pour se livrer à un spectacle. C'est vrai. Alors le spectacle, au contraire, à mon avis, anoblit l'animal, car c'est vrai que c'est un spectacle assez cruel, mais qui est traditionnel et qui, selon moi, doit être respecté, car il représente une fonction vitale de la vie des hommes et mise en scène, en quelque sorte, de façon symbolique et sensationnelle. Mais je dois dire que je ne suis pas un amateur de la corrida. J'ai assisté à plusieurs corridas, mais je n'en suis pas un amateur. Cela étant, je n'ai pas du tout les réticences qu'ont certains, qui me paraissent être des réticences mondaines, de gens qui ne connaissent pas les problèmes et qui traitent en quelque sorte la réalité par le petit bout de la lorgnette. Au fond de vous, puisque vous dites que vous avez assisté à des corridas, au fond de vous-même, vous étiez du côté du taureau ou du côté du toréador? Oh, j'étais du côté, normalement, moi je suis un homme naturel, alors du côté du toréador. Mais j'admirais la chance qu'avait le taureau de pouvoir combattre, même si à mort, si l'on peut dire, alors que la plupart de ses congénères sont dans des abattoirs de tous les jours traînés de façon pas toujours très humaine, il faut le dire. Merci Jean-Marie Le Pen. Sans prix. À la semaine prochaine.